Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. La présidence française du Conseil de l'Union européenne touche bientôt à sa fin. Placée sous le triptyque relance, puissance, appartenance, elle s'est déroulée dans un contexte très particulier. En France, d'abord, avec elle a dû s'accommoder des élections présidentielles, des élections législatives, mais surtout en Europe, elle a dû s'accommoder de l'irruption d'un nouveau conflit d'une rare intensité avec l'invasion russe en Ukraine. Cette guerre impose de nouvelles réalités géopolitiques à l'Europe et elle nous met au défi de penser la construction européenne à l'échelle du continent. La France s'est beaucoup investie ces dernières années dans la promotion de sa vision d'une Europe souveraine, d'une Europe autonome, d'une Europe de la défense, d'une Europe verte. Elle a également beaucoup poussé à ce que l'on réfléchisse à l'avenir de l'Europe et elle a cherché à se réinvestir dans les Balkans occidentaux au travers de diverses initiatives. Alors, quel bilan dresser de cet engagement? Quels enjeux pour les Balkans occidentaux et puis à quelle piste pour l'avenir? Pour discuter de cette question, aujourd'hui, je reçois Ivan Vejvoda. Monsieur Vejvoda, vous êtes recteur de l'Institut des sciences humaines à Vienne et directeur du programme Europe's Future. Et je suis Florent Marciac, directeur de l'Observatoire des Balkans à la Fondation Jean Jaurès. Bonjour, monsieur Vejvoda. Bonjour. Monsieur Vejvoda, la France a effectivement signalé son ambition de réinvestir les Balkans occidentaux qu'elle avait délaissés à tort. En 2016, elle a accueilli un sommet du processus de Berlin. En 2018, elle a étendu le mandat de l'AfD au pays des Balkans. En 2019, le président français, avec son homologue allemande, a initié un format de consultation intergouvernementale sur les différends du Kosovo et de la Serbie. Et puis, elle a adopté une stratégie interministérielle sur les Balkans occidentaux en 2019 également. Quel bilan, monsieur Vejvoda, faites-vous de cette volonté de réengagement de la France dans la région? Seulement une petite correction. J'étais recteur intérimaire. Je conduis le projet sur le futur de l'Europe à l'Institut des sciences humaines. L'engagement de la France était fort important parce que avec l'Allemagne, c'est le pays le plus important et surtout après le Brexit, je dirais qu'il est important de réunir l'Europe autour du projet qui était toujours celui qu'on a déclaré avoir le plus de succès, c'est-à-dire l'élargissement de l'Union à de nouveaux pays, ou, si vous voulez, faire ajouter des pays au projet de paix qu'est l'Union européenne après la Deuxième Guerre mondiale et surtout après la fin du communisme. Et donc la France, je pense, joue un rôle charnière et les différentes initiatives que vous avez mentionnées, je pense, ont souligné une sorte de réveil, si j'ose dire, de la France pour ce projet, pour la continuation de ce projet. Et maintenant, surtout avec la présidence française et les événements qui nous attendent. Mais je dois dire, sur une note critique, que c'est un fait malheureux que c'est en fait la France qui a empêché la Macédoine du Nord et l'Albanie d'avancer en octobre 2019. Je pense que la France, si j'ose dire encore, a compris cette erreur qui a été faite et qu'elle fait en sorte de faire avancer les pays qui sont candidats et qui doivent commencer leur pourparlers d'accession. Il faut ajouter, bien sûr, tout le monde le sait, qu'avec les candidatures posées par l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie, la question de l'élargissement pose et un nouveau cadre dans lequel nous devons être conscients parce qu'il s'agit d'une Europe qui est confrontée à des défis énormes sur le niveau global et planétaire, pour ne mentionner que la Chine, et il faut revenir sur le danger de la question des États-Unis qui peuvent revenir, Dieu nous en sauve, à une présidence Trump. Et donc cette question de la souveraineté européenne que la France a mis en avant est d'une importance extrême. Et là, il faut vraiment inviter tous les pays à réfléchir ensemble et à faire partie ensemble de cet effort d'une Europe beaucoup plus forte. Merci. Alors, effectivement,
Vous le mentionnez, un engagement nécessaire, en particulier au vu des défis géostratégiques colossaux, parfois un petit peu maladroits. Ce que vous soulignez également. La semaine prochaine, vous avez fait allusion à ça aussi, la semaine prochaine se tiendront à Bruxelles et à Luxembourg des sommets importants. Important pour la France parce que c'est la fin de sa présidence, mais surtout important pour les pays des Balkans occidentaux et des pays qui aspirent à rejoindre l'Union européenne. Une rencontre de haut niveau est également prévue entre les leaders européens et ceux des Balkans occidentaux, mais il faut compter avec de nombreux écueils. Alors, Monsieur Vojvoda, quel est selon vous pour l'enjeu pour les pays de la région de ces réunions, tant du Conseil européen que de cette rencontre de haut niveau? Et est-ce que nous sommes à un moment charnière, quelque part, de cette relation un petit peu maladroite, difficile parfois, entre l'Union européenne et les pays des Balkans occidentaux en matière de politique d'adhésion ou d'élargissement? Nous sommes certainement à un moment charnière car l'invasion et l'agression de la Russie contre le pays souverain européen qu'est l'Ukraine, vraiment pour moi constitue un moment historique, un peu comme la chute du mur de Berlin, où tout change du jour au lendemain, donc du 24 février, qui était un jeudi, tout a changé. Et je pense qu'il faut saisir ce moment. Je pense que tout le monde en est conscient, la France aussi et les pays membres de l'Union européenne. La question est comment saisir ce moment, comment ouvrir la voie vers une Europe plus forte et souveraine avec un plus grand nombre de pays. Bien sûr, il y a le débat, et le président Macron l'a mentionné, sur la question de l'approfondissement qu'il faut faire avant l'élargissement. Je pense qu'historiquement, ces deux processus ont toujours été ensemble, se sont développés ensemble, et donc je pense que c'est peut-être un faux dilemme et qu'il faut aller de l'avant et prendre des décisions géopolitiques courageuses de voir une Europe dans l'avenir. Ce sont peut-être des décisions que certains diront un peu risquées, mais je pense que si je peux faire une parallèle, si l'Union européenne n'avait pas décidé de faire de la Roumanie et de la Bulgarie des membres à partie entière de l'Union européenne en 2007, comme de l'OTAN, je pense que nous aurions une situation très difficile avec la Russie qui serait peut-être tentée de faire incursion aussi dans ces pays qui ne sont pas membres. Donc j'utilise cet exemple pour dire qu'il y a eu des moments où des décisions ont été prises, même si les pays n'étaient pas à part entière matures et prêts, ni avaient tous les acquis communautaires en place. Et donc, je pense que c'est un moment pareil où il faut aller de l'avant et ne pas attendre pour que tous les rouages bureaucratiques soient mis en place. Oui, il y a des attentes énormes. Oui, il y a un début de déception et une attente que les résultats de ce sommet ne seront pas ce que l'on entend. On l'entend de différents dirigeants des pays des Balkans occidentaux qui sont en première en ligne pour avancer dans le processus, mais aussi les dirigeants des pays des Balkans occidentaux sont conscients que maintenant il y a d'autres membres de cette famille qui est dans l'attente, donc l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie. En fait, nous avons ces jours-ci la visite du Premier ministre d'Albanie, Edi Rama, et du Monténégro, Dritan Bazovic, en Ukraine, à Kiev, qui montrent leur solidarité, encore une valeur européenne extrêmement importante, et dans les soubassements de ce qu'est une Europe des valeurs démocratiques qui respecte l'état de droit et les droits humains. Et donc, je pense que ces pays font en sorte de montrer qu'il faut penser ensemble ce moment. Et donc, si les résultats du sommet dans quelques jours ne seront pas aussi grands qu'on le voudrait, il faudra attendre le moment suivant qui est décembre
de cette année sous la présidence tchèque pour voir si on peut faire avancer. L'Europe a toujours avancé à petits pas, mais il s'agit, je le souligne, de la crédibilité du projet de l'Union elle-même. Effectivement, les petits pas, mais garder cette dynamique paraît essentiel dans un contexte géopolitique où justement la crédibilité de l'Union européenne dépend de sa capacité à garder une certaine dynamique, donc à faire des petits pas. Vous le mentionnez, donc d'autres pays maintenant rejoignent la famille quelque part des pays aspirants à vouloir rentrer à l'Union européenne, ou du moins cherchant à rejoindre les Balkans, les pays des Balkans. Le dépôt des candidatures ukrainiennes, géorgiennes et moldaves affecte, qu'on le veuille ou non, la géographie de l'élargissement. Et elles invitent à réfléchir à comment l'Union européenne peut structurer le continent politiquement. Alors, le mois dernier, Enrico Letta a appelé à former une confédération européenne, un projet qui a été imaginé sous une autre forme par François Mitterrand en 1989-91. Monsieur Macron a repris cet appel et propose la constitution d'une communauté politique européenne. Alors, les contours de cette initiative sont encore assez flous, mais il s'agirait de créer quelque part un cadre multilatéral pan-européen pour le renforcement du dialogue politique. Alors, les contenus également restent à définir. Monsieur Voïvoda, que pensez-vous de ces propositions, de ces réflexions actuelles sur la structure politique du continent et également sur leur intersection avec les processus de réforme, des processus d'adhésion? Je pense que tout effort pour faire venir l'Europe plus ensemble, la faire plus compacte, sous l'égide d'une société démocratique où l'état de droit règne et où les droits humains sont respectés, c'est-à-dire le pluralisme, le légalisme, est très important. Et je ne vois ça pas comme une déflexion du but principal. Si j'ai bien compris, Président Macron, ce n'est pas une substitution pour le processus d'accession, mais quelque chose qui est dans l'entretemps. Et puisque les pays comme le mien, qui est la Serbie, ne sont pas prêts encore pour rejoindre, même s'ils sont candidats, ils sont dans le processus d'accession, il faut faire en sorte de les faire venir à la table. Et comme dit l'adage, si on n'est pas à la table, on est sur le menu. Et donc, cela ne va pas du tout pour ces pays. Moi-même, je suis un partisan de donner la candidature à ces pays. Nous avons un exemple. La Turquie est un pays candidat depuis des décennies, si j'ose dire. Et elle n'affecte pas la balance qui existe entre les pays membres sur les questions politiques, comme vous l'avez dit, ou économiques, mais ça donne une force aux Preuses européens en Turquie, ça leur donne un espoir d'œuvrer pour la démocratie, pour le pluralisme, pour la liberté et pour l'Europe. Et donc le fait de donner la candidature à ces pays, donc l'Ukraine, Moldavie, et Géorgie, mais aussi dans le cas des Balkans occidentaux pour la Bosnie-Herzégovine et pour le Kosovo, est une sorte de signal politique extrêmement fort pour tous les gens qui veulent des pays libres, des sociétés ouvertes et démocratiques. Oui, évidemment, on comprend tout à fait, on n'est pas naïf. Dans les pays membres, il y a beaucoup de questions. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle sera donc une Europe à 35 ou à 36 ou à 37? Oui, toutes des questions extrêmement légitimes, mais il y a des moments comme celui-ci où il faut vraiment aller de l'avant, prendre la direction du futur, prendre des décisions géopolitiques, géostratégiques, et j'ajouterais aussi géoéconomiques, c'est-à-dire ces pays ont besoin d'investissements dans l'infrastructure, pour ne parler que de cela, qui ont des résultats géopolitiques. Il faut vraiment faire en sorte que les pays tiers, comme on dit, la Russie et la Chine, ne puissent avoir l'influence qu'ils prétendent avoir
Et leur influence est celle de montrer la faiblesse de la démocratie de l'Europe et de l'OTAN. Merci, merci Monsieur Vaivola, merci pour avoir échangé ces idées. Merci également pour avoir pointé du doigt ce qui importe réellement stratégiquement et puis pour le cap également que l'on devrait chercher à garder pour décider dans ces questions disant l'avenir de l'Europe. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.